Bonjour à tous, je suis Geoffrey Claudin, je suis le directeur commercial et marketing de Vitirover. Au nom de Vitirover, je vous remercie beaucoup pour votre présence à ce webinaire qui est dédié donc à l'utilisation du Vitirover Academy dans la recherche. J'en profite également pour remercier notre speaker de ce soir, Jean Gallou, qui a fait un excellent travail et qui va pouvoir vous le présenter très rapidement. Juste avant, je vais passer la main à Guillaume Billard, notre directeur général, qui va vous dire quelques mots. Bonsoir à tous. Euh, Ravi aussi que vous participiez à ce webinaire. Donc, juste un petit mot d'introduction par rapport à ce qu'on vous propose. Je suis Guillaume Billard, directeur général de Vitirover. Geoffrey vous l'a dit. Pour, avant de laisser la parole à Joran, je souhaiterais simplement rappeler à ceux qui ne le savent pas ce qu'est Vitirover, hein. Vitirover, comme son nom l'indique, est né dans les vignes. Voilà, c'est un robot qui est autonome, tout-terrain, professionnel, hein, et qui sert à l'entretien des espaces verts compliqués, hein. Donc, en gros, il fait tout ce que les robots de jardin ne savent pas faire. Voilà, ça, la société Vitirover a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Donc, ça a été très long à mettre en œuvre euh, à la fois le hardware et le software. Et donc, voilà, le but aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec un Vitirover en dehors de son utilisation habituelle dans les vignes, dans les fermes photovoltaïques, dans les transformateurs haute tension, dans les vergers, donc dans des espaces-temps agricoles et industriels, puisque des professeurs nous ont sollicité pour mettre à disposition le Vitirover à des fins plus pédagogiques. Donc, nous avons préparé une version dérivée de la version habituelle qu'on dit outdoor, hein, d'extérieur, et il nous a paru intéressant de partager avec vous une expérience autour de cette version qu'on appelle Académie, hein, avec le témoignage de Joran. Donc Joran était stagiaire chez Vitirover fin 2023 et il a décidé de faire une thèse sur la base du Vitirover Academy, pendant l'année 2024. Donc, voilà, il doit présenter sa thèse très, très prochainement, au mois d'avril. Et donc, on lui a demandé de vous apporter ce témoignage. Qu'est-ce que lui a fait sur la base du Vitirover, afin que vous ayez une des meilleures illustrations possibles des utilisations, tant dans l'enseignement que dans la recherche. Lui, il l'a fait plutôt dans un cadre de recherche, mais il expliquera aussi à la fin de son intervention quelles sont toutes les applications possibles afin que vous puissiez en découvrir les différents aspects. Voilà, donc je passe la parole à Joran et passez un excellent moment avec nous dans cette présentation. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, je ne sais pas, vous m'entendez tous bien? Je vais commencer à partager mon écran. Donc, tac. C'est bon, vous voyez bien ma présentation? Je prends ça pour un oui. Non? Oui, c'est bon, Laurent. Nickel. Ouais. Merci Mathieu. Donc, comme le disait Guillaume, j'ai fait un stage chez Vitirover et à la suite de ce stage, j'ai décidé avec mon professeur de me concentrer sur le Vitirover pour une partie de ma thèse. Donc, j'ai fait mon doctorat dans une université en Italie, à l'université de Roma Tre. Alors, une chose qui n'a pas forcément été dite jusque-là par Guillaume, mais c'est que le Vitirover a un mécanisme assez particulier, assez unique. C'est le train arrière qui permet de faire la direction du robot. Et donc, on peut peut-être le voir ici sur la première image de présentation. Le robot, le train arrière est monté sur un pivot.
on va dire un pivot puis une liaison universelle, de rotule à doigt, qui permet au robot de s'adapter à tout type de terrain, surtout des terrains chaotiques comme on peut retrouver en vigne, et en gardant toujours les 4 roues au sol. Donc en fait, ça permet d'éviter l'usage de suspensions qui sont souvent requises pour des robots à plus de 3 roues. Donc ce mécanisme permet de faire tourner le robot et de le faire naviguer dans des vignes et dans des environnements complexes. Par contre, ça complexifie son contrôle. Et donc, on s'est penché sur cette partie-là, sur la partie contrôle du robot, de dériver le modèle cinématique du robot et de le contrôler en vigne. Donc, le robot que j'ai utilisé, le VT Rover Academy, qui ressemble trait pour trait, physiquement du moins, au robot outdoor. Simplement à l'intérieur, on intègre une Jetson Nano ou un ordinateur. Dans mon cas, j'ai utilisé mon propre PC. Le choix de la Jetson Nano se fait surtout pour des applications en embarqué. Elle est très légère et avec une faible consommation d'énergie. En plus de ça, le robot se commande et se contrôle avec Python, C++ et en Scratch directement depuis la plateforme dédiée de VT Rover. Là-dessus, on pourrait avoir plus de détails avec Mathieu notamment. Et ensuite, on peut le contrôler avec ROS et sous l'environnement de simulation Gazebo. Ce sont ces deux parties que j'ai utilisées durant ma thèse. ROS pour interfacer les différentes parties, programmes et capteurs, et Gazebo pour de la simulation. Donc on retrouve ici les caractéristiques techniques du robot. Il embarque notamment une IMU, un GPS RTK. Différents capteurs peuvent être rajoutés en option, lidar, ultrasons, caméra RGBD. Et il y a une alimentation qui permet, une carte d'alimentation qui permet différents voltages, 5, 12, 24, à vrai dire c'est la tension batterie. Ce n'est pas exactement 24 volts, mais on a de quoi rajouter d'autres équipements, notamment des bras articulés si on le souhaite. Donc l'objectif, comme je vous le disais, c'était de contrôler le robot pour naviguer dans les vignes. Donc pour ça, on a développé 3 contributions. La modélisation cinématique du robot, un contrôleur qui s'appelle Pose Regulation Controller, et un planeur qu'on appelle le planeur dynamique optimal, donc Dynamic Optimal Planner. Donc ça, c'est la vue d'ensemble du framework, de la façon dont on contrôle le robot. Donc on a le planeur dynamique qui va nous donner une séquence de points d'intérêt que ensuite le Pose Regulation Controller va tenter de suivre. Et ce vecteur contrôle qui sortiront du contrôleur sont envoyés au modèle cinématique qui lui va permettre de traduire ce vecteur U en vitesse de rotation pour chacune des roues, pour qu'il puisse ensuite rejoindre le point d'intérêt. Et donc on arrive à un nouvel état, noté Q ici, qui sera ensuite donné en entrée au planeur dynamique. Et ainsi de suite jusqu'à suivre une trajectoire ou éviter les obstacles. Donc l'objectif d'abord du modèle cinématique, ça a été de traduire notre vecteur vitesse composé de la vitesse linéaire et du taux de change du train arrière. Donc, je vais remontrer une figure tout à l'heure pour mieux comprendre peut-être le train arrière, mais la commande ne se fait pas directement avec un volant ou un moteur sur les roues. C'est en appliquant une différence de rotation qu'on autorise une rotation des roues et du robot de façon générale. On voulait aussi décrire l'état du robot au cours du temps, donc le Q point, donc la dérivée de la position, de l'orientation et de ce taux de change du train arrière. Donc voilà, on a une vue ici du dessus du robot. Donc le train arrière ici, donc comme je vous le disais, est monté sur un pivot, et c'est en appliquant une différence de rotation sur ces deux roues qu'on permet le braquage du robot. Donc on a deux parties, je l'ai scindé en deux parties ce modèle, avec d'un côté le modèle d'Ackermann, qui est aussi le modèle qui représente la trajectoire d'une voiture. Simplement ici on est avec une direction arrière et non avant comme sur les voitures. Ça change ici au niveau du modèle avec un moins notamment. Et ensuite on a cette partie qui a été développée durant mon doctorat, qui permet de traduire notre vecteur vitesse en vitesse de rotation pour chacune des roues. Une fois combiné, c'est peut-être un peu barbare, mais on obtient cette expression finale qui nous permet de décrire le mouvement du robot et de le contrôler. Donc pour valider ce modèle, on a réalisé différentes expérimentations en laboratoire avec la mesure de la vitesse des roues et l'angle du train arrière.
via des encodeurs qui ont été rajoutés. Je montrerai plus tard l'hardware qui a été modifié pour utiliser les encodeurs. Et donc, on donne en entrée cette fois-ci, enfin le modèle cinématique nous permet cette fois-ci d'obtenir le vecteur U, qui est ensuite est injecté dans le modèle d'Ackermann, nous permet de décrire l'évolution du robot au cours du temps. Donc, on a réalisé ces tests en laboratoire avec un OptiTrack. Un OptiTrack, c'est un système qui permet, avec plusieurs caméras réparties tout autour du laboratoire, d'avoir la position du robot. On rajoute des petites billes ici réfléchissantes sur le dos du robot. Et donc, on a une position de l'ordre de 0,1 mm, très précis. Et on a pu comparer la trajectoire du robot avec cet OptiTrack et ensuite avec le modèle cinématique. Donc, voilà, différentes trajectoires obtenues. On est en boucle ouverte, c'est-à-dire que la position n'est pas corrigée. Donc forcément, le modèle va dériver au cours du temps, va se séparer petit à petit de la trajectoire. Mais ici, l'idée, c'était bien de vérifier que, typiquement, si on va à droite, le modèle nous donne bien une trajectoire qui va vers la droite. Quand on va vers la gauche, on va vers la gauche. Ici, on a testé pour une trajectoire un peu plus aléatoire. On fait des zigzags dans le laboratoire avec le robot. Et on compare toujours à l'OptiTrack. Donc l'OptiTrack ici est en pointillé et le modèle cinématique ici est représenté en bleu. Ensuite, on s'est attaqué à une autre partie qui est plus de l'ordre du contrôle, donc avec un Pose Regulation Controller qui nous permet de trouver une séquence de vecteurs U pour aller d'un point initial à un point désiré final. On s'est placé en coordonnées polaires pour obtenir ce modèle. Et donc, on obtient ce modèle avec la vitesse linéaire et de nouveau notre vitesse angulaire, avec cette expression finale. On a de nouveau testé ce modèle en laboratoire. Donc ici, on a le robot à sa position initiale. Et donc, il vient trouver la bonne séquence, on va dire, de vecteurs de contrôle pour arriver à cette position finale et cette orientation. Donc là, on a la description de la trajectoire du robot au cours du temps. Voilà, ça nous a permis de valider ce modèle et de pouvoir l'utiliser ensuite pour une autre couche de notre contrôle. Alors la dernière couche, c'est un planeur optimal dynamique. Pour ceux qui connaissent, on se rapproche énormément d'un modèle predictive control, sauf que ici, la partie contrôle n'est pas appliquée. On vient utiliser les points d'intérêt pour qu'ils soient rejoints ensuite par le Pose Regulation Controller. Donc, comment ça fonctionne? On vient prédire l'état du robot sur les futures étapes. On vient prédire cet état avec le modèle cinématique. Donc, en utilisant le modèle d'Ackermann, cette fois-ci, on peut prédire la trajectoire que va avoir le robot, on peut prédire sa position et son orientation sur les prochaines étapes. Admettons ici, on se retrouve à K plus P après avoir utilisé le modèle. On peut utiliser ce point ici qui est en rouge comme point à rejoindre par ensuite le Pose Regulation Controller. Et donc le fait d'utiliser ce contrôleur dynamique optimal, surtout la partie optimale, c'est qu'on vient minimiser une fonction de coût et on peut venir rajouter des contraintes, et aussi c'est basé sur le modèle cinématique. Donc les contraintes ici, on a la fonction de coût du planeur optimal. On vient à chaque instant diminuer, en tout cas essayer de réduire, minimiser la différence entre la trajectoire de référence, qui peut être suivre une trajectoire type comment ça s'appelle, le Lawnmower Pass. Donc on vient naviguer, faire des S dans la ville par exemple. Et l'objectif, ça va être de minimiser l'état du robot, donc sa position et son orientation, par rapport à cette trajectoire de référence. On a intégré aussi la distance par rapport aux mauvaises herbes, avec ici une particularité, c'est que cette distance par rapport aux mauvaises herbes a un poids qui est dynamique. On va le voir un peu plus tard, mais ce poids, en fait, on va pouvoir gérer soit le suivi de trajectoire, soit cibler les mauvaises herbes qui sont dans le champ de vision du robot. Et on vient jouer sur ce poids dynamique. On a aussi le contrôle du robot, le vecteur de contrôle, ce qui nous permet de minimiser l'énergie dépensée par le robot pour suivre la trajectoire ou cibler les mauvaises herbes. Et on a intégré aussi l'inverse de la distance par rapport aux obstacles pour qu'il y ait un effet répulsif
et que le robot évite les obstacles. Typiquement, les obstacles pour nous, ça a été les pieds de vigne. Donc on ne veut pas que le robot se tape ou se prenne les pieds de vigne. Donc, on l'a mis, nous, en tant qu'obstacle. Pour réaliser tout ça, on a codé sous MATLAB avec la toolbox Acado, qui nous permet d'utiliser, qui est très utilisée aussi pour du modèle predictive control, et qui nous permet d'utiliser la formulation de problème optimal. On a contrôlé le robot via ROS pour faire l'interfaçage entre MATLAB et soit Gazebo pour l'environnement de simulation, soit le VT-Rover pour les expériences en réel. Donc ici, on a une vidéo du robot sous Gazebo, l'environnement de simulation. Donc en blanc ici, ce sont les mauvaises herbes qui sont détectées par un module qu'on a considéré présent, que le robot va essayer de rejoindre. Voilà. Une fois que la mauvaise herbe est considérée éliminée, donc que le robot est passé dessus et qu'il l'a coupée avec ses éléments de coupe situés à l'avant du robot, une autre mauvaise herbe est affichée un peu plus loin, et le robot donc, va plutôt rejoindre la trajectoire parce que le poids lié aux mauvaises herbes va descendre. Donc ici, on a la trajectoire, elle paraît un peu en zigzag, mais en réalité, le robot, si on regarde bien, il vient ici cibler les mauvaises herbes qui sont en vert. Et donc, une fois que la mauvaise herbe est éliminée, il retourne vers la trajectoire. Bon, ici, il retrouve directement une mauvaise herbe. Ainsi de suite, il en retrouve sur son chemin. Quand il n'y a pas de mauvaise herbe, on voit qu'il arrive à suivre la trajectoire pour faire ses demi-tours. Et donc, il est constamment en train de dévier de sa trajectoire pour aller cibler les mauvaises herbes. Donc, pour la validation en extérieur, on a utilisé donc, le VT-Rover Academy, mais avec une partie hardware qui a été modifiée. On a aussi rajouté un module GNSS avec correction RTK. Donc, on a choisi ce module-là parce qu'il avait 2 antennes et qui nous permet d'avoir l'orientation aussi du robot. Et on a utilisé donc, des encodeurs sur chacune des roues. Donc ça, c'est l'architecture électronique qui a été revue pour cette utilisation, qui est basée sous une Arduino avec nos 4 encodeurs et le capteur du train arrière, qui est le même que celui présent sur le VT-Rover, qui sont des capteurs magnétiques. Donc ici, on a le graphique de la figure qui représente la même expérience que celle réalisée avec Gazebo. Donc on a ici, je l'ai réalisée à l'université, donc on n'a pas de vigne, donc c'est pour ça qu'elles sont représentées de cette manière. Et en rouge, voilà, les mauvaises herbes à cibler. Donc c'est une vidéo, alors je ne l'ai pas noté, mais on est en x8. Donc, le robot, on a l'impression qu'il fait des zigzags, mais au final, on arrive à une trajectoire qui est tout à fait cohérente, et le robot qui vient dévier exprès de cette trajectoire pour cibler les mauvaises herbes. Il est localisé donc, avec le GPS et les 2 antennes à l'avant, et j'utilise un PC classique pour pouvoir contrôler le robot et tout interfacer via ROS. Donc, pour nos travaux futurs, il y a 2 grandes parties. Bien évidemment, l'expérimentation en vigne de ce travail qui a été réalisé, qui devrait se faire assez simplement, sachant qu'on a choisi, la plateforme VT-Rover est déjà adaptée aux vignes, donc la transition devrait se faire sans trop de problèmes. Et ensuite, on voudrait rajouter un module avec une caméra RGBD éventuellement, pour détecter les mauvaises herbes sur le passage du robot, et donc compléter notre framework. Je termine avec quelques projets qui peuvent être envisagés avec le VT-Rover Academy. On peut notamment penser à l'ajout d'un bras robotique, comme ça a été le cas ici pour un projet européen, pour faire différentes tâches, qui peuvent être agricoles ou non. J'en cite quelques-unes pour des tâches agricoles, la taille, la récolte, pulvérisation localisée, détection de maladies avec une caméra. On peut aussi l'utiliser sur des terrains sinistrés et dangereux, pour du déminage par exemple, ou de la manipulation d'objets dangereux. On peut l'utiliser pour faire de l'exploration et de la cartographie. Donc ici, je vous montre un exemple d'intégration avec une Intel RealSense et un LiDAR Livox pour de la cartographie ou de la logistique autonome. On peut imaginer mettre sur le dos du robot une caisse pour transporter des outils ou transporter des grappes de raisin, différentes utilisations possibles.
Le principal étant que le robot possède une architecture qui vraiment permet d'aller sur des terrains très compliqués, chose que d'autres robots ont des difficultés à faire. Et donc, voilà, ça permet une facilité sur des terrains accidentés. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai très heureux d'y répondre. Et donc, je conclue ma présentation. J'arrête le partage, à moins que vous vouliez revenir tout à l'heure. Mais... Merci beaucoup, Joran. C'était très, très clair. Hop, j'avais oublié de mettre ma caméra. Je vais la rajouter. Donc, nous te remercions pour ce travail très clair et très, très limpide pour nous et je l'espère pour tous les gens qui sont présents à ce webinaire. Donc, maintenant, c'est le moment tant attendu des questions-réponses, je dirais. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, tout de suite, ou dans les conversations, ou directement dans la partie questions-réponses. Juste peut-être pour commencer un petit peu, alors, 2 points que je voulais rajouter. Il faut savoir que le VT Rover a été déjà sujet de bac et également au concours pour les grandes écoles. Voilà, donc ça c'est un premier point. Il a eu de nombreuses récompenses. Je pense que vous suffit d'aller sur le site internet pour les voir, pour voir l'ensemble. Voilà. Il y a une première question, Joran, de Cyril Lyotard sur quelle utilisation de l'IA sur le VT Rover? Là, sur le travail que je viens de faire, on pourrait donc penser pour le module que je rajoutais à la fin dans les travaux futurs, ce serait d'utiliser l'intelligence artificielle pour détecter les mauvaises herbes. C'est une utilisation assez directe. On peut aussi l'imaginer pour détecter, avec une caméra toujours, détecter des maladies sur les plants. Après, sur la partie contrôle du robot en lui-même, il peut y avoir des travaux qui sont faits avec l'intelligence artificielle. Après, ça n'a pas été mon utilisation directe, mais on peut imaginer un contrôle du robot, d'abord en simulation avec de l'intelligence artificielle, et ensuite sur le robot en réel. Super, merci beaucoup. Tu veux intervenir? Mathieu, tu souhaites intervenir? Oui, alors sur l'IA, donc actuellement, il y a déjà du matériel. Donc sur le VT Rover commercial, il y a déjà du matériel qui permet de faire de l'IA dessus. Il y a un modèle de détection de pied de vigne. Donc ça tourne et ça a été assez compliqué de faire tourner de façon, enfin sur une plateforme qui consomme peu d'énergie. Et sur le VT Rover académique, on a fait exprès de mettre dessus une Jetson Nano, qui est une carte qui permet de faire des modèles d'IA très facilement, puisque c'est une carte de NVIDIA. Donc, NVIDIA qui est la même que sur tous les modèles d'IA actuellement, et qui permet assez facilement d'entraîner du YOLO, des choses comme ça pour faire de la vision, donc grâce aux 2 caméras. Ce qui est très intéressant sur cette plateforme aussi, c'est comme il y a 2 caméras, vous pouvez potentiellement travailler sur des applications de stéréoscopie, des choses comme ça pour avoir en plus des informations de distance. Mais ensuite, avec les outils classiques, PyTorch, etc., c'est assez simple. Sur l'IA, ce qui est souvent douloureux et ce qui est souvent compliqué pour les usages académiques, c'est la collecte et la labellisation d'un dataset. Ça, c'est ce qui est long en réalité, parce qu'entraîner des modèles maintenant, ça se fait facilement. Et du coup, là-dessus, je pense qu'on peut aussi fournir de datasets labellisés, puisque c'est un travail qu'on a fait. Donc, si pour les élèves, dans un contexte académique, il y a besoin de faire un petit modèle sur le VT Rover, eh ben, on fournit un dataset labellisé pour ça. J'ai vu donc que quelqu'un avait levé la main, donc Wari Awed, vous aviez une question. Je vous ai rallumé le micro, donc vous pouvez poser la question normalement. Sinon, il suffit de me l'écrire dans conversation et je me ferai un plaisir de la lire. Ah, il y a quand même un petit souci de ce point de vue-là, pas de problème. Jean, moi j'avais une question. On voit je crois que c'est la dernière photo, un bras sur le robot. Quelle utilisation on peut imaginer avec ce type de bras, par exemple? On peut en imaginer énormément. J'en ai mis quelques-unes pour de l'agricole, de la récolte. C'est notamment ce qui a été fait sur un projet européen dans lequel le laboratoire
dans lequel je travaille a été impliqué pour de la récolte de raisins. Ça peut être aussi pour de manipulation d'objets, transporter des objets ou manipuler sur des sites, par exemple, nucléaires ou des déminages, venir utiliser le bras robotique téléopéré par un humain ou non, hein, ça dépend des applications derrière. Donc, une fois que le bras est rajouté sur le dos du robot, on peut imaginer énormément d'applications. Est-ce qu'on a d'autres questions qui pourraient ne pas encore avoir été posées? Il ne faut pas hésiter, surtout. Voilà. Je vous retrouve finalement, WarriorWeb. Je vous ouvre le micro. Normalement, vous avez votre micro qui est ouvert. Vous m'entendez? Bon, si ça marche pas avec le micro, le plus simple, c'est que vous posiez la question directement dans Conversation et je la poserai à Joran derrière. Parce que visiblement, même si je vous ouvre votre micro, vous êtes encore en... Il est encore désactivé. Donc n'hésitez pas à poser dans Conversation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions peut-être? On va laisser le temps à la personne qui a levé la main de poser sa question. Et non, toujours pas. Ah, alors, est-ce qu'on peut donner un prix pour la version académique? Oui, tout à fait, on peut donner un prix. On est sur un prix qui fait aux alentours de 9 700 € pour la version académique hors taxe. Voilà, pour répondre à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Olivier Ly a une question à propos du modèle. Est-ce que vous avez fait des simulations de contrôle sur un sol non plan? Non, ça n'a pas été. Alors, le sol, c'est celui le meilleur sol, on va dire, non plan que j'ai, c'est celui sur la vidéo de l'université. Mais on reste quand même sur une pelouse assez plate. Ça va être sur les prochains tests en ligne. Je pense que c'est sur cette partie-là qu'il peut y avoir quelques difficultés. J'ai fait des tests de rajouter par exemple mon pied pour bloquer le robot, pour simuler un caillou qui viendrait se mettre sous une roue. Et le robot continue à suivre correctement sa trajectoire. Mais voilà, je n'ai pas essayé vraiment sur un terrain avec des grosses, des très très accidentés. Voilà. Mais j'ai bon espoir que ça fonctionne de la même façon, sachant que vraiment c'est le train arrière qui va permettre de s'adapter de ce côté-là. Et après, j'ai les PID à l'intérieur de, de l'Arduino qui devrait me permettre de suivre les commandes envoyées. Parfait, merci Laurent. Nous avons une question de WarriorWeb qui nous dit juste une petite question concernant l'implémentation du MPC sur ce robot. Là, car je planifie à l'utiliser pour un projet Swarm robotique appliqué à l'agriculture. D'accord. Eh ben, en fait, avant de tester la partie que je vous ai présentée, je l'ai utilisé avec un modèle, un MPC, modèle Predictive Control, qui fonctionnait très très bien. Vraiment, j'ai eu de très bons résultats. Même en utilisant, le problème souvent du modèle Predictive Control, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie. J'ai pu l'utiliser moi sur mon ordinateur qui est un ThinkPad assez classique avec 16 Go de RAM et une carte graphique qui est intégrée. Je suis après sur un Ryzen 5. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est pas non plus un monstre, mais ça m'a permis de contrôler le robot. Et j'étais à 5 Hz pour le contrôle, ce qui était largement suffisant pour le modèle Predictive Control. Et voilà, ça a très bien fonctionné. Et en fait, le planeur dynamique, c'est en fait j'ai réutilisé la même formulation, en tout cas sous Acado, que pour du modèle Predictive Control. Simplement à la fin, au lieu d'utiliser le
vecteur de contrôle qui m'est donné par le MPC, j'utilise la partie de contrôle qui a été développée pour le robot. Le choix s'est fait de partir comme ça, de changer du modèle predictive control vers ce contrôle-là pour le sujet des contraintes, pour avoir une stabilité et être sûr que le robot atteigne les points. Mais ça fonctionne très bien avec du modèle predictive control. Et les contraintes sont exactement les mêmes. La fonction de contrainte est exactement la même pour le planeur que j'ai présenté que pour le modèle predictive control. De la même façon, j'ai rajouté les vignes, les mauvaises herbes. Ah oui, d'accord, c'est Mathieu. Voilà. Et donc j'ai utilisé Acado pour tout ça. Et sous MATLAB, Acado peut aussi être utilisé sous Python. Et l'avantage de cette toolbox, c'est qu'on peut générer du code en C, C++ pour faire de l'embarqué. Je ne l'ai pas testé, mais c'est possible. Voilà. Ok. Mathieu, tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon sur ce sujet-là particulièrement? Non, c'était mettre le lien parce qu'à l'oral, des fois, c'est ce genre de nom, c'est compliqué de retrouver ce que c'est exactement quand on ne connaît pas. D'ailleurs, il y a Merci beaucoup, juste Mathieu. une publication là-dessus. Alors, je ne sais pas si j'ai le lien là, mais on a fait une publication sur le modèle predictive control avec ce robot. Donc, si vous voulez aller voir, peut-être en tapant mon nom dans I3E, vous pourrez retrouver assez facilement la publication. J'essaie de retrouver le titre. Voilà. Jean, en même temps que tu cherches, je peux te poser une question de plus? Ouais, sûr. La question était au sujet des contraintes par rapport à ce que tu es en train de dire. Oui, c'est ce que je disais, les contraintes, c'est les mêmes. Pourquoi la question a été D'accord. reposée, peut-être, non? Oui, Les non, contraintes, voilà, je mets le nom de la ok, publication. super, merci. La question qui est toujours sur le même sujet, hein, qui était, je voudrais comprendre quelle différence entre inverse distance to obstacles et distance between robot and weeds. Je pense que c'est les mêmes, non, dans la fonction coût. Alors, non, c'est pas les mêmes parce que les obstacles, ça va être les vignes et les mauvaises herbes, c'est un point qu'on veut rejoindre. Donc, c'est pour ça que je relis la question. Non, non, effectivement, c'est pas les mêmes. Les obstacles, on a mis l'inverse de la distance pour pouvoir avoir un effet répulsif. Et sur les mauvaises herbes, on n'a pas cet inverse. Donc, on veut venir rejoindre la mauvaise herbe. Minimiser la Très distance et bien, donc venir éliminer la mauvaise herbe. merci. On a une question. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les technologies de moteur utilisées et de contrôle moteur? Alors, les moteurs, après, je ne suis pas tout à fait le mieux placé pour en parler, mais les moteurs, c'est des moteurs de chez Maxon, qui est une marque suisse. Donc, voilà. Après, comme j'ai revu la partie électronique, j'ai aussi revu la partie contrôle, et ce sont donc des PID après tout simples sur chacune des roues qui sont bouclés sur les encodeurs que j'ai rajoutés. Voilà. Les moteurs, c'est des moteurs Maxon de 12 volts. Voilà, c'est tout ce que je peux donner comme spécification, comme caractéristique technique. Alors moi, je peux rajouter une anecdote sur les moteurs, si vous voulez. Ça, c'est plutôt drôle et intéressant. C'est que les moteurs, c'est la même marque que ceux qui équipent Curiosity sur Mars, notamment. Voilà. Et persévérant. Et Persévérance, pardon. J'avais oublié Persévérance. Mathieu nous dit que le robot fuit les obstacles et est attiré par les herbes, hein, on a bien compris. Et WarriorWeb nous dit, est-ce que c'est pour minimiser l'énergie? Alors, qu'est-ce qui est pour minimiser l'énergie, j'ai rajouté le terme, on voit le vecteur U qui est rajouté dans la fonction de coût. Donc, c'est ça qui permet de minimiser l'énergie. Si, je ne sais pas de quelle question ça vous plaît, mais pour la partie énergie, en fait, est reliée au vecteur U qui est mis dans la fonction de coût. Donc, comme on veut minimiser ce qui est dans notre fonction de coût,
Oui, c'était sur la continuation de la question sur le MPC. D'accord, ok. Oui, bah voilà, c'est pour l'inverse distance et les distances entre le robot et les mauvaises herbes, ces parties-là ne servent pas forcément à minimiser l'énergie, c'est vraiment le fait d'intégrer, enfin de rajouter à l'intérieur de la fonction de coût le vecteur U. OK. Thierry nous demande MCC. Pas une question tout à fait complète, mais je pense que tu veux savoir de quoi on parle. Je ne vois pas du tout. MCC, ça ne me dit rien. Juste comme ça, Non, ça ne dit c'est. rien? Non, Alors, MPC. Thierry, je veux bien qu'on précise un tout petit peu la question. Voilà. Ah, c'est pas une question. D'accord. OK. Ah, pour. Les moteurs sont des MCC. Oui, 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 c'est des moteurs à courant continu. Si Mathieu peut confirmer, mais oui, oui. Pour les J'avais pas contraintes, reconnu le sigle, mais oui, c'est courant continu, ce ne sont pas des brushless. oui. Si ça Voilà, répond à la bonne question. Merci Thierry, merci Mathieu. C'est plus clair comme ça. Je reviens sur la question des contraintes. À l'intérieur aussi, oui, les contraintes, c'est vrai que je les ai pas énoncées, mais il y a aussi les contraintes qui sont liées au robot en lui-même, sur la partie physique du robot. Donc, notamment, le robot peut braquer il braque de moins pi sur 10 à plus pi sur 10, moins 18 degrés à plus 18 degrés. Donc ça fait partie des contraintes. J'ai aussi des contraintes sur la vitesse maximum, la vitesse minimum, et pareil sur le taux de change du train arrière. Donc ça, c'est rajouté à l'intérieur des contraintes. Alors, nous avons encore une question sur pourriez-vous nous donner plus de détails sur le temps de calcul consommé lors de calcul de la commande MPC? Alors, de mémoire, je ne sais pas si j'arrive à le ressortir. Je pense l'avoir mis dans la publication, mais je n'arriverai pas à le ressortir là, comme ça exactement. J'arrivais au final à tourner en 5 Hz, mais le temps de calcul, ça a été une question importante bien évidemment au début. Euh, J'arriverai pas à le ressortir. Il me semble que je le note dans la publication que j'ai mis, si vous voulez avoir plus d'informations. Mais ouais, j'arriverai pas à le ressortir là. Peut-être tu as déjà un lien pour ta publication? J'ai mis le titre, alors le lien exact, si ça va envoyer vers le. Je sais pas si le lien comme ça va fonctionner. Ah oui, merci Mathieu. Eh ben voilà, merci Mathieu. Super. On a une question. Dans un cadre pédagogique, peut-on étudier chaque partie de façon indépendante? Alors, oui, c'est possible, surtout avec, bon, avec cette carte-là, enfin, basée sur du Arduino, qui est une carte que j'ai refait de mon côté, hein, mais le robot classique peut aussi être utilisé pour comprendre différentes parties du robot. Oui, on peut étudier, par exemple, je pense au PID, par exemple, pour les roues. On peut avoir des travaux faits sur la charge de la batterie via le panneau solaire. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur l'IMU, comment fonctionne le centrale inertielle. Il y a différentes commandes des moteurs. Je Alors, ne sers plus à rien. Vas-y, je t'en prie. euh, sur le, Sur le robot BT Rover Academy actuel, on donne changer la loi de commande par exemple. Alors ça, c'est plus compliqué. Changer la loi de commande, c'est plus compliqué. On en a déjà discuté, c'est un point sur lequel on travaille. Après, rien ne vous empêche de refaire, parce que l'architecture électronique que j'ai réalisée, vous pouvez tout à fait la reproduire et le code devrait être disponible sur le GitHub de VT Rover. Donc, si vous souhaitez vraiment faire du contrôle des moteurs sous Arduino, avec ce que j'ai pu faire, ça se modifie assez simplement. Donc, voilà. Alors, Si vous voulez, pardon, Mathieu, si tu peux rajouter le lien vers le GitHub, ça sera toujours ça de fait, s'il te plaît, merci. Et donc oui, en simulation peut-être ou pas?
En simulation, oui, en simulation, c'est sous gazebo. On peut venir modifier les valeurs d'un PID ou mettre une autre loi de contrôle complètement si c'est ce que vous voulez. Mais oui, oui, chaque robot, chaque moteur peut être, enfin, est contrôlé indépendamment. Donc, sous gazebo, vous pouvez vous amuser à modifier ça pour voir Ok. les différents comportements du robot. Donc, Wari Awed nous pose la question. Je désire implémenter une technique ML pour mon projet. Je voudrais savoir ce que je peux implémenter ça sur une carte Arduino Mega. Alors, directement du machine learning sur la carte Arduino, ça va pas, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose parce que vous va être très, 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 très limité. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est communiquer avec une carte Arduino Wi-Fi, par exemple, communiquer en Wi-Fi à la carte Arduino, et vous faites, ou alors en port série. C'est ce que j'ai fait moi. J'avais la carte Arduino qui était branchée à mon PC, et donc vous faites toute la partie calcul, toute la partie machine learning sur votre ordinateur. Voilà. L'Arduino va être là uniquement pour du contrôle bas niveau. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vous laisse quelques secondes, les temps de les rédiger. Voilà, si jamais il y en a. Euh, alors, Wari Awed nous dit, vous voulez dire Federated Learning? Je ne connais pas le Federated Learning, donc voilà. Je veux simplement dire que au lieu de essayer de faire du machine learning directement sur l'Arduino, ça me paraît très compliqué, voire impossible. Donc, ce que je conseille, c'est plutôt de faire toute la partie calcul. Alors, Federated Learning, je ne connais pas du tout, mais si vous voulez faire un différent type de machine learning, vous pouvez le faire sur un PC, sur la Jetson Nano, par exemple. Et ensuite, vous utilisez la carte Arduino pour faire le contrôle des moteurs. Voilà. Elle servira uniquement à ça, pour utiliser le modèle cinématique et répartir la vitesse de chacune des roues. Mais voilà, vous envoyez uniquement le vecteur de contrôle, le vecteur vitesse à l'Arduino qui, elle, va ensuite traduire ça en vitesse pour chacune des roues. Mais que ce soit du machine learning ou du modèle predictive control, tout est fait sur le PC et ensuite on envoie le résultat du modèle ou du modèle, ouais, sur le machine learning ou le modèle predictive control, on l'envoie à l'Arduino. Voilà. Donc c'est ça la puissance, on va dire, enfin, l'intérêt d'avoir ce modèle-là, c'est qu'on contrôle le robot uniquement avec un seul vecteur U. Alors, Et c'est fait donc, implémenter. voilà, c'est de faire implémenter des submodèles à distance et après on peut avoir ces submodèles pour établir le modèle final. D'accord, bah, je ne connais pas cette technique. Je ne peux pas vous dire précisément si c'est faisable ou pas. Euh, Je vais essayer sur le Federated Learning. Donc, c'est des choses très avancées où l'entraînement donc l'entraînement du modèle se ferait directement sur le robot. Ça permet que le robot ne partage pas les données locales avec un serveur central. C'est souvent fait pour des raisons de vie privée, des choses comme ça. Mais là, enfin, sauf si vous achetez énormément de robots, auquel cas vous avez une fédération pour faire du federated learning. Mais enfin, c'est très très bien. Mais sinon, on n'est pas encore à ce niveau-là de besoin. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de data spécialement privée, puisqu'on a une vigne, une centrale photovoltaïque, etc. On récolte les données et puis on les entraîne classiquement sur des PC et pas directement sur l'orbe lui-même. C'est pas tout à fait les mêmes électroniques qui sont adaptées à, à l'entraînement et à l'inférence et surtout pas les mêmes besoins d'énergie. Donc pour l'instant, on fait pas d'entraînement directement en federated learning sur les robots. C'est possible, mais c'est trop complexe pour pas grand-chose dans notre besoin à nous, mais si vous avez ce besoin, très bien. Merci Mathieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va conclure. Dans tous les cas, vous pouvez toujours nous écrire sur notre adresse mail. Euh, je vous la note ici. Hop. academy@vitirover.com. Voilà.
Et comme ça, si jamais vous avez des questions complémentaires, vous n'hésitez pas à les poser directement sur cette adresse et on vous apportera toutes les réponses que vous souhaitez. Jean, je vais te remercier énormément pour ton travail et pour le temps que tu nous as accordé ce soir. Et je vais céder la parole à Guillaume Guillard qui va conclure. Merci. Merci. Merci Geoffrey. Donc, moi aussi, je remercie beaucoup Joran, je remercie Mathieu. Bon, ce que vous avez pu voir, enfin, le but, c'était de vous donner quand même une illustration que les projets peuvent être très nombreux sur la base du VitiRover. D'ailleurs, nous travaillons actuellement sur des fonctions de monitoring pour de la supervision, voire des applications de gestion des datas plus élaborées. Ce qui est important, c'est de voir que on désire faire participer le plus possible des stagiaires, des alternants, des chercheurs autour du VitiRover parce que ça nous paraît être une excellente plateforme de développement d'applications diverses. Bien sûr, c'est sur ces sujets-là que l'on travaille. Et quelque part, on veut créer une communauté plus importante autour de ces développements. Je remercie également notre partenaire ERM qui nous distribue nos produits également avec des créations de contenus particuliers destinés à certains lycées et certaines institutions nationales. N'hésitez pas, bien évidemment, si bien sûr cette présentation vous a plu, à en parler autour de vous. Le but, c'est justement de faire valoir un petit peu ce qu'on peut faire comme application avec le VitiRover. Je reprécise au passage que le VitiRover, on a parlé tout à l'heure de moteurs suisses, mais en fait, ces moteurs-là, Maxon, sont fabriqués en France. Le robot est fabriqué en France, qu'il soit dans sa version outdoor ou académie, donc au nord de Bordeaux. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup encore pour votre intérêt, pour votre participation et bonne soirée.